Quelque part dans le désert, à quelques dizaines de kilomètres de Nouakchott, l'armée mauritanienne patrouille à la recherche des colonnes du Front Polisario. Depuis que les Espagnols ont abandonné leur colonie du Sahara au Maroc et à la Mauritanie, les Sahraouis frappent tout azimut depuis leur base de la frontière algérienne. Il y a 2 ans que cela dure. Empruntant les pistes oubliées, ils attaquent durement les agglomérations gardées par les soldats de Rabat ou de Nouakchott. Les accrochages laissent des centaines de morts sur le sable. Parfois, les hommes du Polisario emmènent des otages, comme à Zouérat. Par 2 fois, traversant 1800 km de pistes sans se faire repérer, ils ont frappé la capitale mauritanienne. À Nouakchott, la guerre est proche. Les meetings du parti unique se succèdent en pleine rue pour rappeler à la population qu'elle a de bonnes raisons de se battre, à commencer par la préservation de l'unité nationale derrière le président Mokhtar Ould Daddah. Car une chose est sûre, c'est que cette jeune nation, indépendante depuis 1960, n'était pas préparée à affronter un conflit. La Mauritanie avait trop de problèmes urgents à régler, se doter par exemple des infrastructures nécessaires à la marche du pays, qu'il s'agisse de la construction d'une nouvelle mosquée, cadeau de l'Arabie Saoudite, ou d'immeubles commerciaux. Nouakchott ressemble à un vaste chantier. Il y a 20 ans, c'était encore le désert. La capitale a surgi du néant en quelques années. Et cette capitale ne cessera de s'agrandir. L'afflux de populations qui se sont fixées aux abords de la ville, chassées par les grandes famines du Sahel, n'a fait que précipiter la politique de sédentarisation préconisée par le gouvernement. Mais sur 1 200 000 Mauritaniens, près de 2 tiers sont encore aujourd'hui des nomades. Mais la richesse et le cancer de la Mauritanie, c'est Zouérat, la cité du fer, d'où le train chargé de minerais part pour traverser 650 km de désert en direction du port minéralier de Nouadhibou. Zouérat, c'est la Kédiadidjil, la montagne de fer, gigantesque météorite fichée en plein désert. Elle constitue le coffre-fort de la Mauritanie. Dans ce paysage de western, brûlant et battu par les vents de sable, maintes fois attaqué par les guerrieros sahraouis, des coopérants français, spécialistes de l'extraction du minerai, craignent pour leur vie. C'est ici que 6, puis 2 d'entre eux ont été faits prisonniers et emmenés aux confins du désert. D'autres ont été abattus froidement. Le Front Polisario a frappé Zouérat à plusieurs reprises, histoire de tenter de détruire la principale source de devises de la Mauritanie. Lors de la dernière attaque, ils ont tenu la ville pendant plusieurs heures avant de décrocher en emmenant leurs otages. Car Zouérat est difficile à défendre. Adossé à cette montagne percée comme un fromage, parcourue par les tapis roulants descendant le précieux minerai vers la plaine, c'est une cible idéale. Des bastions de défense efficaces ont été aménagés depuis, camouflant des canons servis par les soldats mauritaniens et marocains. C'est là que des paras français ont débarqué il y a 3 semaines. Zouérat est défendu par 2 systèmes, l'un dit statique et l'autre dit mobile. Donc logiquement, le Polisario ne peut plus atteindre la ville. Logiquement, il ne peut plus se passer ce qui s'est passé par exemple le 1er mai, ou même la deuxième attaque par laquelle des obus ont atteint la ville. Maintenant, le Polisario pourra toujours essayer d'infiltrer un petit élément dont l'action sera nécessairement de courte durée. Autre objectif, le train. Véritable symbole de la résistance mauritanienne au coup porté par le Polisario, ce train doit passer.
Toute l'économie du pays en dépend. En 1976, il a été attaqué une quinzaine de fois. Au début du mois, les mortiers sahraouis ont à nouveau gravement endommagé 4 de ces locomotives. L'embuscade l'attend à chacun des 650 km qu'il parcourt en 17 heures jusqu'au port de Nouadhibou. C'est le convoi le plus long et le plus lourd du monde, le plus spectaculaire aussi. 210 wagons de minerais transportant 19 000 tonnes de fer à chaque voyage. Il peut atteindre une longueur de 2 km 400. 4 locomotrices diesel pour le tracter, une voiture radio, du carburant et 2 wagons blindés pour le protéger. Mais que peuvent toutefois les soldats mauritaniens qui y prennent place avec leurs mitraillettes contre les roquettes et les fusées soviétiques des desperados du désert? C'est au long de cette voie, alors qu'ils procédaient à des travaux d'entretien, que 2 coopérants français et 15 ouvriers mauritaniens ont été enlevés. On n'a retrouvé qu'une draisine abandonnée sur les rails. Mais à chaque attaque, la SNIM, ex-société française nationalisée par Nouakchott, a réussi à déblayer les épaves et à maintenir le rythme des convois. À aucun moment, à l'occasion de ces attaques qui ont consisté essentiellement à essayer de paralyser nos locomotives, nous n'avons subi de pertes d'exploitation parce que nous avons à chaque fois pu envoyer les locomotives nécessaires pour permettre au train de continuer sa route jusqu'au port minéralier. Le port minéralier, c'est l'autre bout de la ligne. Le départ du fer vers les usines étrangères, l'argent dont la Mauritanie a besoin. Ce sont ces installations gigantesques où les 210 wagons du convoi sont retournés en une demi-journée, livrant leurs précieux chargements aux tapis roulants qui partent vers la mer. Ce train pourra-t-il résister encore longtemps aux coups de boutoir du Polisario? Combien d'hommes de troupe faudrait-il pour maintenir une sécurité acceptable au long des 650 km de rail? Et si Zouérat a été durement touché, à l'autre bout du voyage, Nouadhibou, l'ex-port Étienne de Saint-Exupéry, n'est pas à l'abri des coups de main. Une paralysie de quelques jours des installations du port pourrait coûter fort cher à l'économie mauritanienne. Mais ce jeune pays en guerre a décidé qu'il continuerait coûte que coûte à fournir son minerai aux cargos internationaux. Ces jeeps dans le désert, quelque part entre Nouakchott et Zouérat, sont en chasse. Elles patrouillent pour tenter de repérer les colonnes de véhicules du front Polisario. L'accrochage à la roquette et au mortier peut surgir à chaque instant. Depuis que la Mauritanie et le Maroc se sont partagés le territoire du Sahara occidental après le départ des Espagnols, c'est la guerre, dirigée contre les agglomérations à partir des bases du Polisario de la frontière algérienne. Par 2 fois, traversant 1800 km de désert par des pistes oubliées, les Sahraouis ont frappé Nouakchott, la capitale mauritanienne. C'est lors d'une de ces attaques qu'Al-Wali, leur grand leader, a perdu la vie. Des obus de mortier sont tombés dans la cour de l'ambassade d'Égypte qui se trouve ici, celle de l'ambassade d'Espagne qui se trouve un peu plus loin, et même de l'ambassade américaine qui est située exactement à gauche du palais présidentiel. Ce qui prouve qu'ils avaient une connaissance très certaine de l'objectif.
Oui, défendre un territoire grand comme 2,5 fois la France avec une mini-armée de 12 000 hommes n'est pas chose facile. Écoutez le président mauritanien Mokhtar Ould Daddah. Comment vous y prenez-vous pour doter très vite, car il faut faire très vite, la Mauritanie d'une armée efficace, capable de défendre son territoire? Bien, c'est ce que vous avez certainement vu. Au lendemain de notre accession à l'indépendance, nous avions un seul ennemi à combattre, c'est le sous-développement. Et ce qui vous explique que pendant les 15 premières années de notre vie d'État indépendant, nous n'avions pratiquement pas d'armée. Depuis que nous avons été agressés par l'Algérie, nous essayons de constituer des forces armées et de sécurité capables de faire face à l'agression. C'est bien sûr une tâche difficile, surtout pour un pays comme nous, et qui a 2000 km de frontières sahariennes, de l'Atlantique à la frontière avec le Mali. Mais nous faisons tous les efforts nécessaires. Le peuple mauritanien est mobilisé au sein de son parti et derrière ses forces armées de sécurité pour défendre notre intégrité territoriale. Car ces attaques répétées du Polisario ont déjà coûté des centaines de morts au Maroc et à la Mauritanie. Comptant sur l'aide des experts militaires français qui conseillent son haut commandement, sur des armes françaises également, l'armée du président Ould Daddah se bat à la fois contre le Polisario et contre le temps. Cette guerre des sables, qui se joue sur un front flottant aux dimensions du désert, ressemble quotidiennement à une sanglante partie de cache-cache. L'armement léger utilisé pour ce genre de coup de main facilite encore les infiltrations. Des Land Rover avec canons anti-chars, des bazookas, des missiles légers, puis la mitraillette. Pour se battre, il s'agit de se trouver, c'est-à-dire de chercher l'ennemi dans des zones très accidentées où le Polisario dispose de refuges secrets lui permettant de se ravitailler en eau, en vivres et en carburant. Le flanc gauche et l'arrière gauche. Et MR4 et MR3, vous ferez le flanc droit et l'arrière droit. En cas d'intervention du côté droit, ça sera MR3 qui débordera. L'aviation mauritanienne étant inexistante, ce sont des avions français qui effectuent des vols de reconnaissance pour tenter de repérer ces colonnes de 50 ou 100 jeeps. Jeu dangereux, les Sahraouis disposent de missiles Samsat soviétiques. On attend également des appuis supplémentaires en hommes de la part du Maroc. Rabat soutient la Mauritanie qui, en but à des attaques de plus en plus massives, fait figure de ventre mou du Sahara. Mais pour Nouakchott, c'est bien un conflit international qui s'engage et le rôle de l'Algérie ne s'arrête pas à la protection des réfugiés de la frontière. Monsieur le Président, le gouvernement algérien affirme toujours ne prendre aucune part directe au conflit et ce n'est pas votre sentiment? Absolument pas. Pour nous, nous sommes victimes d'une agression caractérisée de la part de l'Algérie, qui, au lieu de nous agresser par ses forces armées régulières, nous agresse par l'intermédiaire de mercenaires qu'elle recrute, qu'elle forme, qu'elle arme et qu'elle organise en expédition contre nous, à partir de son territoire national. Et ces mercenaires, une fois qu'ils opèrent dans notre pays, reviennent dans leurs repères en Algérie. Cela d'ailleurs, l'Algérie ne les cache pas. Cela, tout le monde le sait. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'aucune voix ne s'élève pour dénoncer ces formes d'agression caractérisées qui violent notre intégrité territoriale et qui provoquent chez nous
tous les désordres que vous connaissez, car, comme vous le savez, les mercenaires algériens pillent, s'attaquent à des pauvres nomades, des pauvres paysans dans la nature, ils les tuent, ils les prennent en otage et ils reviennent dans l'impunité quand nous n'arrivons pas à les intercepter, sûrs qu'ils sont qu'en Algérie, ils sont hors de notre portée. Ces Algériens qui seraient directement impliqués dans le conflit, nous les avons retrouvés, en pouvant, quelque part en Mauritanie, interviewer pour la première fois les prisonniers de guerre capturés lors des attaques de Nouakchott, les compagnons d'Al-Wali. Quelle est votre nationalité? Algérien. Et vous êtes membre de l'armée algérienne? L'armée, oui. Et vous avez été fait prisonnier alors que vous vous battiez avec le Polisario? Oui. Quelles ont été les conditions dans lesquelles vous avez été fait prisonnier? On était dans un accrochage à bâti et depuis ça a pris les militaires mauritaniens, les armes mauritaniennes. Et il y a combien de temps que vous avez été fait prisonnier? Depuis le mois 10, 76. Octobre 76. Oui. Vous êtes aussi algérien? Oui. Vous avez été fait prisonnier lors de l'attaque de Nouakchott où vous étiez avec le groupe Al-Wali? Oui, oui. Comment est-ce que ça s'est passé? On était à peu près 150 km d'ici. Il y avait l'armée mauritanienne qui nous a... Encerclé? Oui. Et nous ont capturés, nous ont pris ici. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts dans votre groupe? Il y avait à peu près des morts. Comment est-ce que vous êtes traité ici en tant que prisonnier? Ça va, pas mal, très bien. Quel espoir placez-vous dans des médiations telles que celle du président Senghor ou de l'Arabie Saoudite? Croyez-vous encore, Monsieur le Président, à une solution négociée? D'abord, c'est la première partie de votre question. Il faudrait plutôt la poser aux responsables algériens, car tous les efforts entrepris par des pays amis et frères pour trouver une solution en vue de diminuer la tension créée dans notre sous-région par l'agression algérienne, toutes ces tentatives ont échoué à cause de l'intransigeance algérienne. C'est donc aux responsables algériens qu'il conviendrait de poser cette question. Quant à nous, notre position est très connue. Je la rappelle. Nous ne saurions discuter toute solution qui aurait pour objet de remettre en cause notre réunification nationale, car pour nous la réunification était un impératif catégorique, un devoir sacré, et nous l'avons réalisé. Par contre, tout ce qui aura pour but de diminuer la tension dans notre sous-région, nous sommes prêts à y participer avec nos modestes moyens. On peut toujours croire à une solution négociée, même lorsque les combats font rage. Mais dans le cas du Sahara, les observateurs sont plutôt pessimistes. Alors, le Maghreb s'achemine-t-il vers une guerre internationale?